Bonjour, nous sommes le 7 août 2020 et le sixième épisode dans ma série consacrée au cinéma, j'allais dire britannique, mais c'est pas ça, au cinéma anglais, à proprement parler anglais, des années 1959 à 1963. Je vous ai déjà présenté voilà, 4 films dont 2, je considère que ce sont des chefs-d'œuvre. Je vais encore vous parler de 3 chefs-d'œuvre aujourd'hui et encore 2 une fois suivante. Alors, parmi les commentaires, j'ai déjà vu, il y a des gens qui disent « Oui, mais qui êtes-vous pour appeler ces films des chefs-d'œuvre ?» Et ma réponse dans ce cas-là est extrêmement simple. C'est pas de la fantaisie de ma part. Quand je vous parle de films qui sont des chefs-d'œuvre, je ne suis pas le seul à avoir cette opinion-là. Ce sont des films qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre par tout le monde. Voilà. C'est comme si on me demandait quel est votre compositeur favori. Et ben, je dirais Mozart. Et donc, ça ne me caractériserait pas comme un excentrique ou un fantaisiste. Même chose pour ces films, ce sont des films qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre. Ils ont été reçus de nombreux prix. Room at the Top a permis à Simone Signoret qui joue le rôle d'une Française dans ce film extrêmement anglais, d'avoir un Oscar à Hollywood. Les 2 acteurs principaux de Taste of Honey et Un goût de miel ont été récompensés des grands prix d'interprétation, l'une et l'autre à Cannes. Voilà, c'est pas moi qui invente que ce sont des chefs-d'œuvre. Je les regroupe parce que ça m'intéresse en tant que sociologue, anthropologue, de vous parler de ces films dont l'ambition est de décrire pour la première fois de manière réaliste la classe ouvrière anglaise au cinéma, et qui le font avec plus ou moins de succès. Je vous avais dit que les 2 premiers essais, Look Back in Anger, en français Les Corps Sauvages, et Room at the Top, en français Les Chemins de la Haute Ville, n'étaient pas, à mon sens, des chefs-d'œuvre. Simone Signoret sauve le Room at the Top, par son interprétation qui sera reconnue. Mais les suivants qui viennent un peu après, voilà, les metteurs en scène ont un peu vu ce qui n'allait pas dans les précédents. Et donc, quand on arrive à Saturday Night, Sunday Morning, A Taste of Honey, là, on est du côté véritablement du chef-d'œuvre. Je vous parle aujourd'hui de La solitude du coureur de fond, The Loneliness of the Long Distance Runner, et je vous parlerai encore à d'autres occasions, les prochains épisodes, Billy Liar et A Sporting Life. Aujourd'hui, on parle donc de Loneliness of the Long Distance Runner, la solitude du coureur de fond, qui est un film de Tony Richardson, comme déjà de 2 films dont je vous ai parlé, donc de Look Back in Anger et de Taste of Honey. Il a fait un autre film dont je vous parlerai en toute fin de série, qui n'appartient pas à ce style particulier qu'on appelle Young Angry Men, jeunes hommes en colère, ou Angry Young Men plutôt, ou bien Kitchen Sink Realism, le réalisme de l'évier de cuisine, parce que justement ça vous montre des milieux modestes, vous montre des ménages des familles de la classe ouvrière. Alors, dans le cas de... Le film est donc du metteur en scène Tony Richardson, qui fera encore Tom Jones, La charge de la cavalerie légère, des choses de cet ordre-là. L'histoire est de Alan Sillitoe. Alan Sillitoe, c'est donc le romancier qui avait écrit le film Saturday Night, Sunday Morning. Je vous ai dit que c'était une métaphore, puisque ça montre le basculement de la vie d'un jeune ouvrier rebelle qui travaille en usine, qui travaille aux pièces. Ça n'a pas l'air très intéressant ce qu'il fait, mais qui est un rebelle. Mais sa rébellion, elle se manifeste le soir au pub. Et dans différents trucs, comme d'avoir une affaire, une liaison avec une femme mariée qui lui vaudra d'être sérieusement tabassée par des amis du mari de la personne en question. Et donc ça, c'est Saturday Night, ça c'est sa vie de fêtard, de jeune rebelle, mais
je dirais dans le cadre essentiellement du pub. Et Sunday Morning, il trouve la fille qui lui convient. Et bon, il continue d'être un tout petit peu rebelle par principe, mais voilà, il a trouvé une femme qui veut avoir des enfants, qui veut avoir une belle maison, etc. Et il va se ranger. Voilà, il y a ce basculement, sa colère de jeune homme en colère va basculer voilà, dans la vie popote. Et c'est comme ça que la représentation d'un jeune homme en colère vous est offerte dans ce film-là. Dans le film dont je vous parle, c'est aussi à partir d'une œuvre de Alan Sillitoe. En fait, c'est une nouvelle, c'est assez court. Et là, on en a fait un film. Et là, la rébellion est d'une toute autre nature, elle est beaucoup plus brutale en réalité, puisque c'est un jeune homme, voilà, de la classe ouvrière qui refuse de travailler. Il a vu que le travail, voilà, qu'on lui offre aussi, au moment où son père, qui a travaillé en usine toute sa vie et qui est en train de mourir, qui agonise en raison de la saloperie de travail qu'il a fait. On offre au jeune homme voilà, de remplacer son père dans l'usine et il dit allez vous faire foutre. Il n'en veut pas, il ne travaille pas. Il ne travaille pas et bon, c'est d'ailleurs l'occasion de prise de bec avec sa mère qui lui dit va travailler, tu ne rapportes pas d'argent, etc. Et il refuse. Et il vit de larcin. Bon, il vole une voiture et avec cette voiture, il va avec un copain, il ramasse deux filles et ils vont aller faire la nouba. Et surtout, en fait, aller se promener en haut d'une colline où il voit la ville de Nottingham, la ville industrielle qui se trouve là en bas. Le film le représente, ce jeune homme, essentiellement dans une maison de correction, parce qu'il a volé dans une boulangerie sur un geste irréfléchi, sur un coup de tête. Furieux un soir, il va avec un copain, il va aller voler, il voit une fenêtre ouverte dans une boulangerie industrielle et il va aller voler de l'argent, il va finir par se faire pincer, il se rend malin en cachant l'argent dans une gouttière et un des jours, la police le poursuit parce qu'on sait que c'est lui. Il y a l'argent qui est en train de couler en fait, qui sort du tuyau de la gouttière et il se fait pincer comme ça. Et donc il se retrouve dans cette maison de correction. Et là, il s'appelle Colin Smith, le personnage, et comme il court bien, le directeur de la maison de correction, Borstal, on appelle ça en anglais, ça n'existe plus, ça a été supprimé en 1982, le directeur de cette maison de correction a une ambition, il se dit, j'ai là un jeune homme qui va me permettre dans un événement sportif de battre une école chic, qui c'est grammar school ou c'est public school, je crois que c'est public school dans l'histoire, et on va organiser un grand événement où les enfants, les jeunes hommes de la maison de correction seront opposés à ces jeunes gens de la privilégiée de la classe des classes supérieures, aristocratiques ou haute bourgeoisie dans cet événement sportif. Et là, l'histoire, c'est la suivante, c'est que le jeune homme, il va pousser, il va continuer en fait sa rébellion. Et il est groomed, il est chouchouté par le directeur de l'institution, joué par Michael Redgrave. Je n'ai pas encore dit qui étaient les acteurs. L'acteur principal, le jeune Colin Smith, c'est Tom Courtenay, qu'on verra par la suite dans Billy Liar aussi, dont je vous parlerai. Il a un rôle important aussi dans le film de Dr. Zhivago. Plus tard, il fera surtout du théâtre. Je l'ai vu interviewer, c'est un homme plein de rancœur parce qu'il a débuté sa carrière au théâtre comme remplacement d'Albert Finney. Et on voit, il n'a toujours pas digéré. À l'âge qu'il a, il a dans les 70 ans, même peut-être 80. Et il n'a toujours pas récupéré il est devenu un très très grand acteur britannique, mais il n'a toujours pas récupéré le fait qu'il était le remplaçant de Albert Finney, l'acteur de Tom Jones et aussi donc dans Saturday Night, Sunday Morning. Il a toujours gros sur le cœur.
Et, mais voilà, bon, un très, très grand acteur. Là, il joue dans un rôle extrêmement dur, un visage toujours fermé parce qu'il est ce jeune dans une rébellion, dans la rancœur, dans le ressentiment. euh, on le voit dans des scènes splendides, quand le père finit par mourir véritablement. La mère, toute la famille se rend à l'usine et on leur donne 500 livres. 500 livres, c'est bon, c'est une somme importante. Qu'est-ce que ça ferait 500, ce serait de l'ordre de, peut-être maintenant, de l'ordre de 25 000 euros, quelque chose comme ça. Et alors, bon, voilà, c'est une famille, bien entendu, qui n'a pas l'habitude d'avoir des sommes importantes. Et la mère va acheter des fourrures, va acheter un beau tapis, une télévision. Enfin, c'est l'époque où c'est un grand luxe encore d'avoir une télévision. On est en 1962. C'est l'année où, en octobre, sortira un événement de dimension mondiale aura lieu. C'est la sortie de Love Me Do, d'un groupe qui deviendra célèbre sous le nom de The Beatles. Voilà, voilà pour l'histoire. Il y a de très bons acteurs aussi. Le directeur de la maison de correction, c'est Michael Redgrave, qui sera entre autres bon, très, très grand acteur, mais qui sera aussi le père de Lynn Redgrave et de Vanessa Redgrave, que vous connaissez certainement. Avis Bennett est la mère de famille, bon, une actrice anglaise peu connue à l'extérieur, mais qui a une extraordinaire personnalité, qui joue ce rôle de femme d'ouvrier et de mère de famille furieuse après son fils, joue de manière absolument extraordinaire. Et il y a dans les deux jeunes filles toutes jeunes, il y a Julia Foster qui deviendra une très très bonne actrice, pas très connue non plus à l'extérieur, surtout dans des séries anglaises, mais qui, voilà, elle est déjà formidable dans ce tout petit rôle qu'elle a là, Julia Foster, dans le rôle de la copine du copain du héros. Parce qu'il y a une scène extrêmement, voilà, une partie du film extrêmement sympathique, c'est que avec une partie de l'argent qu'il a reçu donc à la mort de son père, que lui a reçu, il emmène sa copine et son copain, et la copine de son copain, il les amène à la plage. C'est pas en été, c'est en hiver, ça est très bleak, tout ça est très, très sinistre, mais c'est splendidement filmé. Je ne sais plus si c'est Vasali ou si c'est Francis qui a fait la prise de vue. Ce sont eux qui se sont partagés la prise de vue, l'image de ces films au départ. En tout cas, c'est très très beau comme image. C'est toujours du noir et blanc. Il n'y a pas de bon, quand on sortira du noir et blanc, on sera dans Tom Jones, on sera avec les mêmes metteurs en scène, mais on sera avec autre chose. Alors, aussi, je dois signaler, bien qu'il soit uncredited, bien que son nom ne soit pas mentionné, le coureur, voilà, le coureur qui vient de l'école chic, qui affrontera le héros Colin Smith, c'est interprété par un tout jeune, dont on n'a même pas mis le nom au générique, qui s'appelle James Fox, et que vous connaissez. Bon, c'est un des très très grands acteurs. Par la suite, il jouera beaucoup des rôles de roi, d'aristocrate. Il a l'apparence pour ça. Et il y a la scène où les jeunes de l'école chic viennent dans la maison de correction et partagent un vestiaire avec les jeunes. Pour quelqu'un qui connaît l'Angleterre, qui a connu l'Angleterre encore, moi je l'ai connu dans les années 70, je veux dire de vivre là-bas et d'être complètement, de baigner entièrement dans ce milieu-là. C'est très très bien interprété. Il y a le thème du film, c'est que bon, la classe ouvrière se fait toujours couillonner, et ce jeune homme qui refuse de travailler parce que à cause de ces gens-là, lui, il est dans l'affrontement, dans le ressentiment. Il est donc, on l'encourage à devenir donc le champion de son école. Mais ce qui se passe, c'est que son copain de Larsin arrive dans cette maison de correction juste avant l'affrontement final, avant la course entre les deux écoles.
Et il y a un incident dans le réfectoire et le copain donc, de Colin Smith, interprété par Tom Courtenay, lui dit On what bloody side are you? De quel putain de côté te trouves-tu? Parce que on lui fait miroiter qu'il deviendra un champion, qu'il a peut-être une chance même aux Jeux Olympiques et des choses comme ça, et on voit bien, il hésite. Et puis le couronnement du film, c'est le fait que il arrivera loin en tête. Il arrivera loin en tête au moment de l'arrivée de la course. Et il s'arrêtera à 100 mètres de la ligne d'arrivée pour pas faire gagner le directeur de l'école, pour montrer sa rébellion, montrer que sa rébellion est absolument toujours là. Et au moment où il hésite, voilà, où il court, c'est pas fait de manière très très subtile, c'est de la psychologie un peu simplifiée. Il a en flashback tous les événements qui vont le retenir, la mort de son père, des affrontements avec sa mère, le petit luxe d'aller avec une copine à la mer en hiver, mais surtout, à mon avis, donc cette remarque désabusée de son copain qui le voit là dans cette maison de correction sur le plan, être devenu le champion et d'être en graine un très très grand sportif, et qui lui dit mais de quel côté est-ce que tu es? Voilà, un très grand film. Très grand film. Voilà, c'est celui qui pose la question des rapports entre la classe ouvrière et le reste du monde, je dirais. Qui le pose, je dirais, dans les meilleurs termes, pas sur le thème, sur un ton encore simplifié comme dans Room at the Top, pas sous la forme de Look Back in Anger, où on ne sait pas trop si c'est parce que le gars simplement est un caractériel et que le fait qu'il appartient à la classe ouvrière n'a peut-être pas beaucoup d'importance. Ici, là, le problème, il est posé dans toute sa dureté, avec le problème qui est pas réglé encore. On parle beaucoup aux États-Unis maintenant de cette question de l'esclavage qui n'a jamais été véritablement réglée. Le problème des rapports de la classe ouvrière, le sort qu'on lui a fait, la manière dont elle a été intégrée dans le reste de la population, c'est une affaire aussi qui n'a pas été réglée. La classe ouvrière a disparu, mais pas la concentration de la richesse, pas l'opposition à l'intérieur de nos sociétés. Et il faut des événements comme les Gilets jaunes pour que une jacquerie comme les Gilets jaunes, pour que tout à coup on s'aperçoive que cet affrontement a peut-être pris un autre visage, est devenu peut-être plus difficile à reconnaître tel qu'il est dans la réalité, mais que la division dans nos sociétés, et que nous ignorons en laissant la concentration de la richesse devenir de plus en plus forte, et en continuant de répéter aux gens il faut relancer la croissance, alors qu'on sait que 87%, 90% de la croissance va au 1% le plus riche de la population. Mais on continue de répéter aux gens il faut que ça reparte, il faut qu'il y ait de la croissance, mais pour engraisser qui? Voilà. Bien, allez, à bientôt.